Bon, du coup, je profite, je continue de parler. Alors, donc, je vais vous présenter aujourd'hui là, les résultats, donc globalement les résultats de ma thèse. Donc, c'est une perspective assez large sur la construction de la politique publique de méthanisation agricole en France et ses enjeux de mise en œuvre par rapport à l'objectif de la transition agroécologique. Comme l'a dit Fabrice, donc c'est une politique effectivement qui a été construite à l'interface entre l'énergie et l'agriculture. Donc moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans mes recherches, c'est les implications par rapport aux enjeux de transition agroécologique. Donc cette thèse, elle a été co-encadrée notamment par Jean-Marc Ménard, qui est présent ici. Alors, donc je vais vous présenter rapidement, je vais revenir sur la méthanisation, qu'est-ce que c'est, puisque Fabrice l'a déjà un petit peu fait. Puis donc la démarche globale de recherche, donc, qui est quand même, je pense, assez importante à avoir en tête par rapport à ce qu'a dit Fabrice sur les questions de trajectoire. Est-ce que ça améliore un système existant ou est-ce que ça va vers l'agroécologie, donc un système agroécologique considéré comme désirable? Et voilà, je vous présenterai ensuite les principaux résultats. Alors, donc la méthanisation, je vais passer rapidement dessus, mais donc ce qui est important, c'est de bien voir les liens avec l'agriculture à la fois en termes d'intrants et de retour de digestat sur les terres agricoles. Donc il y a deux grands enjeux, entre guillemets, qui impliquent des questions. C'est ces questions de quel intrant on prend à l'agriculture et quelles implications du retour du digestat. Et donc je voulais distinguer aussi deux filières autour de la méthanisation, donc qui sont les filières d'injection et de cogénération. Donc la filière de cogénération, c'est la filière historique via laquelle la méthanisation s'est développée en France. C'est-à-dire que le biogaz issu des unités de méthanisation, il était covalorisé en électricité et en chaleur, donc la chaleur étant plus ou moins facilement valorisée sur les fermes. Et l'autre filière injection, où en gros la technologie, je vais chercher à extraire le biométhane purifié du biogaz. Et donc c'est une filière qui implique, enfin ce sont deux filières qui impliquent des acteurs assez différents et notamment des modèles économiques aussi différents, puisque typiquement l'unité d'épuration sur un méthaniseur va demander un investissement plus important et donc va aussi impliquer des modèles économiques, des enjeux de rentabilité un peu différents de ceux de cogénération. Donc vous verrez par la suite que justement la politique de méthanisation, elle s'est construite entre ces deux filières et elle a évolué pour aller plutôt vers le soutien à l'injection, donc ce qui a certaines conséquences justement en termes de modèles de production de méthanisation. Donc, il y a une très grande diversité de méthanisation en fonction des intrants, de la taille des méthaniseurs, on l'a déjà dit. Et donc, il y a ces liens au système agricole. Alors, donc, le contexte de recherche de la thèse, c'est un contexte dans lequel la méthanisation, elle se développe globalement dans beaucoup de pays du monde. Et notamment, donc, il y a des objectifs qui ont été fixés au niveau européen l'année dernière pour le développement de la méthanisation. Donc, on a une évolution de cette méthanisation en France, qui est donc historiquement en cogénération. Et vous voyez, à partir de 2019-2020, on a vraiment une augmentation très forte, plutôt des unités en injection, alors qu'aujourd'hui, donc en 2023, justement, on a vraiment une distinction. Donc, on a principalement des unités en injection qui sortent par rapport à la cogénération. Et ce qu'on peut voir en France, c'est que les politiques publiques sont absolument structurantes du développement de la méthanisation, notamment à travers donc, les subventions, les tarifs de rachat, qui rendent intéressant d'un point de vue économique pour les agriculteurs la production de biométhane. Donc ces politiques publiques, ce sont des politiques intersectorielles à l'interface donc de l'énergie, de l'agriculture et du déchet. Et donc moi, je vais m'intéresser au rôle aux implications de cette méthanisation par rapport aux enjeux agricoles et agroécologiques. Donc, en France, on a quand même un débat qui est assez fort sur justement la contribution de la méthanisation à la transition agricole. Donc, je vais prendre trois exemples pour illustrer justement le fait qu'on peut avoir sur un même sujet des avis très différents. Donc, sur justement l'azote, donc les deux pôles entre guillemets s'opposent autour de est-ce que la méthanisation, ça permet justement un usage plus efficient de l'azote, un recyclage de l'azote et donc une diminution de l'azote minéral, ou au contraire, est-ce que ça introduit des risques accrus de gestion de l'azote en général dans l'agriculture. Donc sur les cives, Fabrice a déjà un peu présenté, il y a cette question de est-ce que les cives, ça permet du stockage de carbone dans le sol, ça permet d'augmenter la diversité des rotations, ou au contraire, ça pose des questions donc autres. On voit que c'est pas sur le même niveau à chaque fois des deux côtés, de concurrence sur l'usage des sols. Et plus largement, il y a cette grande question de est-ce que ça peut être un levier justement de transition agro-environnementale, ou au contraire, est-ce que ça va verrouiller des systèmes agricoles actuels qui sont peu durables. Et en fait, la littérature scientifique, elle a pour l'instant quand même un peu de mal à répondre à ces enjeux.
à ces questions, notamment parce que elle propose des résultats qui sont beaucoup liés à des hypothèses faites sur les systèmes évalués et que les systèmes évalués sont souvent donc des systèmes évalués dans des conditions expérimentales avec des hypothèses de bonnes pratiques. Et en fait, il y a encore assez peu de travaux empiriques sur ce qui se fait réellement sur les terrains par les agriculteurs. Donc, la problématique générale de ma thèse, c'était de justement aller voir concrètement sur des systèmes agricoles, sur des fermes, quels sont les effets de la méthanisation sur la dynamique de ces fermes et en lien avec le territoire, et aussi de regarder conjointement le rôle des politiques publiques dans le déploiement de cette méthanisation au niveau des fermes, et donc les liens qu'on pouvait établir ou pas entre cette politique publique et certains dispositifs de politique publique avec les effets agro-environnementaux observés sur les fermes. Donc l'objectif était double, c'était à la fois d'essayer d'améliorer l'analyse de la durabilité de la méthanisation agricole, comment mieux être capable de l'évaluer, dans le but de mieux identifier les enjeux d'une politique de méthanisation durable en France. Donc le positionnement, ça a été d'évaluer cette politique publique de méthanisation par rapport au positionnement de cette méthanisation dans la politique agricole française, donc qu'a fait le gouvernement français avec le plan énergie, méthanisation, autonomie azote de 2012, où la méthanisation est présentée comme justement une composante de ce projet agroécologique pour la France. Donc, dans ma thèse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié les différentes paramètres biophysiques d'une méthanisation agroécologique telle que définie par la politique agroécologique française. Et après, j'ai essayé donc, par rapport à ces 10 thèmes identifiés, donc qui sont par exemple le stockage de carbone dans le sol, les effets sur la gestion de l'eau, les effets sur le cycle de l'azote, de comprendre comment la méthanisation modifiait ces différentes catégories agro-environnementales. Et donc, dans ma thèse, j'ai une approche assez particulière qui est dite stratégique au sens où je vais chercher à identifier quels sont les leviers ou au contraire les freins pour essayer justement de faire évoluer les pratiques en faveur de la préservation de l'environnement. Donc, voir ce qui est possible quand on va voir ce qui se passe, quoi. Alors, le dernier cadrage un peu théorique, c'est que dans la suite de ma présentation, je vais parler de promesses. Donc, j'utilise ce terme de promesse dans mes travaux pour désigner une construction narrative liée bien sûr à la méthanisation, qui est mobilisée notamment pour obtenir un certain soutien politique dans le développement de la filière et qui propose un rôle de la technologie dans la société. Et donc, autour de la méthanisation, on voit qu'il y a une juxtaposition de 4 promesses. Donc, la promesse déchets, qui est historique, la promesse énergie renouvelable, la promesse agroécologique et la promesse revenu. Et donc, moi, je vais m'intéresser particulièrement au lien entre ces différentes promesses et à la promesse agroécologique. Alors, l'articulation de ma présentation, c'est que dans un premier temps, donc je ne vais pas parler du point 1, je vais parler dans un premier temps du rôle justement de ces différentes promesses dans la construction de la politique publique et de la prise en jeu des enjeux agroécologiques. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter les effets concrets de la mise en œuvre de cette politique publique, à la fois sur des systèmes de production agricole en Grand Est, donc sur des fermes, et sur le territoire, donc autour de ces fermes, la région Grand Est, en m'intéressant à comment justement la mise en œuvre de cette politique publique au niveau d'une région influence les effets sur ces fermes. Alors, donc, premier grand résultat, donc, c'est sur le rôle de ces promesses dans la construction de la politique publique. Alors, pourquoi je me suis intéressée aux promesses? Donc, ça a été d'essayer de comprendre comment justement ces 4 enjeux, énergie, agroécologie, etc., avaient joué un rôle dans la construction de la politique publique, par qui ils étaient portés et avec quels effets concrets sur la politique publique, donc sur les dispositifs de politique publique, sur les instruments de politique publique. Donc, pourquoi s'intéresser à ça? C'est en gros regarder dans quelle mesure les connaissances et les représentations sur la méthanisation, elles ont influencé l'élaboration des politiques publiques et repérer aussi donc, les communautés d'acteurs gaziers, agricoles, qui ont contribué, qui ont porté ces enjeux pour fabriquer in fine cette politique publique. Donc, les résultats que je vous présentais là se basent sur 14 entretiens semi-directifs et l'analyse d'un gros corpus donc de la littérature grise de ces 20 dernières années sur la politique de la méthanisation. Et elle va chercher à identifier les éléments, en gros, clés des instruments de politique publique, notamment en identifiant les ruptures dans l'évolution de cette politique publique sur les 20 dernières années.
Donc en fait, on identifie 3 séquences principales de la politique publique de la méthanisation en France. Donc comme a dit Fabrice, le premier instrument, c'est en 2002, avec l'introduction d'un tarif de rachat à l'énergie, donc énergie qui est produite notamment à partir du biogaz de décharge. Donc à l'époque, la valorisation du biogaz, elle est vue plutôt comme pouvant aider à l'atténuation du changement climatique et à la production d'énergie renouvelable, mais elle part vraiment notamment d'un objectif de valorisation des déchets. Et en fait, c'est à partir de ce tarif de rachat qui ne concerne pas que la méthanisation, que finalement va pouvoir se développer la branche cogénération de la méthanisation. Donc à la fin des années 2000, autour de 2008, 2010, 2011, il y a un acteur assez important qui commence à s'intéresser à la méthanisation, c'est GRDF. Et il va justement changer notamment de posture par rapport au développement de la méthanisation, alors qu'il était plutôt réticent jusqu'alors. Il va s'intéresser donc à son développement et pousser notamment à la construction d'un cadre réglementaire pour l'injection, donc cette fois pour purifier le biométhane du biogaz et l'injecter dans le réseau de gaz. Donc là, on observe que durant cette seconde phase, on a des objectifs de politique publique qui évoluent. Donc, on va s'intéresser, enfin, la politique publique va commencer à soutenir davantage la branche injection pour des questions d'efficience énergétique. Par rapport à la cogénération, on considère que l'énergie est moins bien valorisée. Et également, durant cette seconde phase, qui court jusqu'à 2018-2020, il y a une construction d'un discours sur un modèle durable de méthanisation à la française, notamment en opposition au modèle allemand. Et l'idée que ce modèle durable, il va permettre notamment un soutien économique à une agriculture durable. Ensuite, à partir de 2018, et donc ça se traduit en 2020 par une baisse des tarifs de rachat du biogaz injecté, on observe une autre rupture. Donc là, il y a un objectif de politique publique qui est proposé par le gouvernement, qui est de rendre plus compétitive la production de biogaz par rapport aux autres énergies renouvelables, donc éolien et photovoltaïque. Et donc, ça va se traduire en 2020 par une baisse des tarifs de rachat qui, aujourd'hui, se traduit effectivement par le fait qu'il y a moins de projets qui se développent. Et les projets qui sont développés fortement entre 2020 et 2022 sont plutôt liés en fait, à des projets qui ont été déposés avant 2020 sur le tarif précédent. Et donc, cette idée que la méthanisation est intéressante mais doit coûter moins cher. Donc, ce qui est intéressant dans la fabrique de cette politique publique, c'est qu'on voit qu'il y a une place particulière des enjeux agroécologiques en France, notamment par rapport aux autres pays européens. Donc, d'abord, avec ce plan énergie, méthanisation, autonomie azote, inscrit donc dans le projet agroécologique pour la France, qui était porté en 2013 par le ministère de l'Agriculture, et ensuite par l'introduction de différents dispositifs agro-environnementaux qui ont cherché à dessiner ce modèle français. Donc, il y a cette limite de 15% de culture énergétique qui a été introduite en 2016. Il y a ces primes aux effluents d'élevage, donc avec un tarif préférentiel si on méthanise des effluents d'élevage jusqu'à 60% de l'approvisionnement, et par exemple, contraintes dans l'instruction des dossiers sur les usages pour essayer de limiter ces concurrences. Donc, même si on voit justement qu'il y a un positionnement agroécologique, finalement, ces enjeux agroécologiques, en fait, ils ont été assez débattus dans la construction de la politique publique parce qu'on voit que les dynamiques des acteurs qui ont participé à la construction, à l'élaboration de cette politique publique, ce sont principalement des acteurs de l'énergie. Donc, effectivement, ce qui a été clé dans la construction de la politique publique de méthanisation, ça a été le débat énergétique organisé en 2012, entre 2012 et 2014, et qui a vraiment contribué à travers des réflexions autour de prospectives entre des acteurs de l'énergie à crédibiliser la place du gaz renouvelable produit par injection dans le mix énergétique français. Ensuite, entre 2015 et 2018, il y a cette promesse énergie renouvelable qui s'est développée, mais vraiment en lien étroit avec l'injection. Et ça s'est traduit par un travail étroit entre les acteurs du secteur biogaz et la Direction générale de l'énergie et du climat, qui a introduit durant ces années pas mal de dispositifs pour aider, soutenir le développement accru de la filière. Et avec du coup, finalement, en 2020, encore un enjeu énergétique qui finalement introduit une rupture dans la politique publique, c'est cette question du coût des énergies renouvelables. Donc si on a une promesse agroécologique qui a été portée par le ministère de l'Agriculture, elle a été en fait mobilisée seulement par certains acteurs de l'énergie, et on le voit notamment en 2018-2020,
elle n'a pas réussi à convaincre en soi dans le forum, c'est-à-dire dans les espaces de débat des politiques énergétiques, justement de cet intérêt pour l'agriculture, du développement de la méthanisation. Ce sont avant tout des questions technico-économiques énergétiques qui ont structuré la construction de la politique publique de méthanisation. Donc, à présent qu'on en a aperçu un peu de la construction de cette politique publique, quels effets de sa mise en œuvre sur des systèmes agricoles et quelle réalité donc, de cette promesse agroécologique en agriculture. Donc, je vais vous présenter à présent les effets tout d'abord de la méthanisation sur les systèmes de production agricole sur les fermes. Alors, donc, le dispositif d'enquête qui a été construit pour arriver à ces résultats, donc c'était un dispositif qui a été construit en grand test, où je suis allée voir des fermes dans les Vosges et dans le Bas-Rhin pour essayer de comparer des systèmes de production avec une certaine diversité. Et l'idée, ça a été de replacer ces transformations au niveau de ces fermes dans les dynamiques régionales de mise en œuvre de la politique publique et également dans les dynamiques territoriales agricoles, donc d'échange des biomasses. Alors, donc les effets sur les systèmes agricoles. Ces résultats je vais vous présenter sont issus donc, de 23 entretiens avec des agriculteurs méthaniseurs qui géraient 19 unités de méthanisation. Et l'objectif, ça a vraiment été d'essayer de saisir une diversité. Donc, vous voyez là qu'on a des surfaces agricoles, des puissances installées et des OTEX différentes. Et les résultats, vous allez voir, c'est vraiment de regarder les évolutions entre avant le projet de méthanisation et après l'arrivée de la méthanisation, en reliant les pratiques des agriculteurs aux logiques d'action des agriculteurs. Donc, c'est des analyses principalement qualitatives. Et donc, sur le schéma, là, je représente, je me suis intéressée donc, à 12 descripteurs en lien donc, avec les 10 thèmes agro-environnementaux que j'ai évoqués tout à l'heure pour comprendre comment ça a modifié le système de culture, le système de fertilisation, le système d'élevage. Alors, tout d'abord, donc, ce qui est ressorti fortement dans les entretiens, c'est que la motivation principale des agriculteurs qui font de la méthanisation, c'est la promesse de revenus. Donc, l'arrivée de cet nouvel atelier sur les fermes induit des évolutions fortes du travail et des investissements importants qui introduisent donc un impératif de rentabilité fort. Donc là, j'ai mis une citation d'un agriculteur méthaniseur. Alors oui, je parlais d'agriculteurs parce que c'était que des hommes que j'avais enquêté. Donc, on est toujours à la puissance maximale. Moi, j'ai envie qu'ils tournent toute l'année à 500 kW. Certains agriculteurs, ils baissent leur moteur. C'est pas bien au niveau de la rentabilité. Donc, on va voir que cette question de rentabilité, elle va être cruciale dans justement tous les choix qui vont être faits après dans la gestion du méthaniseur et donc les conséquences que ça a sur la gestion du système de culture, de la fertilisation, etc. Donc, je vais vous présenter les résultats portant sur ces trois enjeux d'évolution, donc la gestion de l'azote, la gestion du système de culture et la gestion de l'atelier d'élevage. Donc, sur l'azote, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, selon les agriculteurs méthaniseurs, on voyait qu'il y avait des évolutions assez variées de la consommation d'azote minéral suite à l'arrivée de la méthanisation. Donc, on avait un premier groupe d'agriculteurs qui finalement avaient fait très peu évoluer ou pas du tout leur consommation d'azote minéral suite à l'arrivée de la méthanisation, principalement parce qu'ils épandaient le digesta, donc riche en azote minéral, à l'automne et qu'ils fertilisaient de nouvelles cultures, notamment les cives, donc les couverts intermédiaires à vocation énergétique, qui sont des couverts qui sont cultivés donc, entre des cultures principales, en théorie. Donc, ils les fertilisaient avec des intrants minéraux. Donc, finalement, on n'avait pas d'effet positif sur la baisse de la consommation d'azote minéral. Ensuite, on avait un deuxième groupe d'agriculteurs où là, on voyait des diminutions plus intéressantes, entre moins 30% et moins 60% de l'engrais utilisé. Et donc, ces agriculteurs, en fait, épandaient davantage le digesta au moment où les plantes en avaient besoin, donc par exemple sur des céréales au printemps. Et on voyait ensuite un troisième groupe d'agriculteurs où là, on avait des diminutions très fortes d'azote minéral suite à l'arrivée de la méthanisation. Et donc, c'était principalement des agriculteurs qui, en fait, parallèlement à la méthanisation, s'étaient convertis en bio ou avaient réussi à mettre en place des systèmes d'épandage de digesta très optimisés qui permettaient une bonne substitution. Et en fait, les variables déterminantes dans ces différentes économies d'azote étaient la compaction, c'est-à-dire la manière dont l'agriculteur
aller évaluer les risques de compaction, de tassement de ces sols agricoles s'ils dépendaient du digestat, et le temps de travail. Parce que donc les chantiers d'épandage du digestat, il y a une diversité de techniques de machines, donc en fonction de si on prend une tonne alizée ou pas, si on fait de l'épandage 100 tonnes, enfin voilà, donc il y a une diversité de machines, et ces différents matériels ont des implications différentes en termes de temps d'épandage, de difficulté aussi technique de l'épandage. Et donc j'ai mis une citation à gauche pour illustrer donc cette question de la compaction et du travail. Donc, je vais lire la seconde sur le travail. Donc, c'est un agriculteur qui disait: les 100 hectares de blé, on a 1 semaine et demie pour les faire, qu'avec notre distributeur d'engrais et le pulvé, on y va 3 jours. Donc en fait, finalement, on a 5 fois plus de temps de travail nécessité si l'agriculteur fertilise ses cultures avec du digestat par rapport à s'il fertilise comme il le faisait avant avec de l'engrais minéral. Et donc, finalement, chaque agriculteur va prendre en charge de manière différente ses contraintes via le choix des chantiers d'épandage. Et donc, c'est ça qui conduit au fait que finalement, ils ne vont pas épandre aux mêmes périodes, ils ne vont pas avoir les mêmes économies d'engrais. Et donc, on a une diversité de stratégies qui est aussi liée en fait à la diversité des ressources sur les fermes, puisque donc, certains chantiers demandent plus de main-d'œuvre, coûtent plus cher que d'autres. Ensuite, sur les effets de la méthanisation sur le système de culture, ce qui est ressorti, c'est que les pratiques d'approvisionnement des méthaniseurs sont assez déterminantes pour l'évolution des systèmes de culture. En gros, selon la possibilité de l'agriculteur de s'approvisionner en intrants très méthanogènes, donc Fabrice tout à l'heure a notamment dit que c'était important pour avoir un méthaniseur qui produit de l'énergie, d'avoir une part de culture, enfin une part de biomasse végétale, donc qui est la biomasse qui contient moins d'eau et plus d'énergie qui peut être convertie en biogaz que par exemple des effluents d'élevage. Et donc, selon la possibilité que l'agriculteur va avoir de s'approvisionner en cette part d'intrants très méthanogène, et donc aussi selon la concurrence qui existe localement sur ces intrants très méthanogènes. Donc, est-ce qu'on a des agriculteurs voisins qui peuvent vendre des cultures? Est-ce qu'il y a des coproduits industriels ou des biodéchets qui sont disponibles sur le territoire? En fonction de ces paramètres, l'agriculteur va faire des choix différents sur la manière dont va faire des choix différents par rapport à la production de ces intrants en propre sur sa ferme. Donc, par exemple, à gauche, on a un groupe d'agriculteurs qui, globalement, arrivent bien à s'approvisionner sur le territoire, donc en maïs en silage, en paille ou en coproduits. Et donc, les agriculteurs de ce groupe vont introduire certaines cultures intermédiaires à vocation énergétique dans leur rotation, mais pas de manière très importante. Et donc, finalement, il n'y a pas de modification très forte de leur système de culture. Au milieu, on a un groupe où, au contraire, les agriculteurs ils se rendent compte donc, de certaines opportunités d'évolution de leur système de culture par rapport à l'atelier méthanisation. Et donc, dans ce groupe, en moyenne, les agriculteurs ont substitué entre 5 et 20 hectares de cultures de vente ou de prairies permanentes pour produire des cultures énergétiques et des cives. Et à droite, on a un troisième groupe d'agriculteurs où là, l'évolution du système de culture, elle va être liée en fait à des évolutions plus systémiques des systèmes de production. Donc, par exemple, la conversion en bio, le choix d'une extensification ou au contraire aussi le choix d'une intensification forte du système de production. Et donc, associé à ces différentes stratégies d'évolution, on a des effets environnementaux qui sont très variés. Donc, bon, je ne les développe pas, mais c'est en termes de biodiversité, stockage de carbone, etc. Ensuite, troisième catégorie, donc c'est les effets de la méthanisation sur les productions animales. Donc, il y avait sur les 23 agriculteurs, je crois qu'il y en avait de 18 ou 19 qui étaient des éleveurs. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, il y avait des dynamiques très variées aussi, donc parfois de concurrence et parfois de soutien en production animale. Donc, je prends l'exemple ici de la gestion de l'atelier fourrager, de comment la méthanisation a fait évoluer chez ces agriculteurs la gestion de cet atelier. Donc, chez 5 agriculteurs, il y a l'identification d'une synergie forte en élevage bovin entre méthanisation et élevage, parce que l'agriculteur, en fait, quand il va produire de la biomasse, que ce soit du maïs en silage ou des cultures intermédiaires à vocation énergétique, il pourra soit les valoriser en élevage, soit les valoriser en méthanisation. Et il sait que, par exemple, s'il en produit un peu plus pour être sûr d'avoir suffisamment de culture pour l'élevage, si jamais il n'utilise pas tout pour l'élevage, parce qu'il a eu des bons rendements,
il pourra toujours le valoriser en méthanisation, il n'y aura pas de perte. Donc en fait, le fait qu'il y ait 2 activités, ça introduit une certaine souplesse et ça permet à l'agriculteur en fait d'introduire un peu plus de résilience sur son exploitation. Donc les agriculteurs, pour la plupart, disaient qu'ils valorisaient toujours préférentiellement les cultures pour l'élevage et qu'ils utilisaient vraiment en dernier recours les cultures pour la méthanisation. Dans les faits, il y en a quelques-uns qui disaient que parfois, en fait, le problème, c'est qu'il fallait quand même que le méthaniseur tourne. Donc, finalement, ils se retrouvaient à utiliser un peu du maïs des vaches pour la méthanisation et ils devaient en acheter en extérieur. Donc bon, c'est ce que j'ai dit. Et donc, il y a un troisième élément qui est assez intéressant, donc qui est encore justement pas mal controversé, c'est quels sont les effets de la méthanisation sur les prairies. Donc globalement, ce que j'ai vu, c'est que les prairies, donc c'était des surfaces disponibles facilement pour épandre du digestat. Donc notamment quand l'agriculteur n'avait pas pu l'épandre au printemps pour des contraintes de portance du sol, pour des contraintes de calendrier de travail, et que l'hiver arrivait. Donc un des risques des agriculteurs méthaniseurs, c'est que la fosse déborde en hiver s'ils n'ont pas, en gros, si la fosse est trop pleine de digestat, parce qu'en hiver il y a des contraintes plus fortes d'épandage de digestat. Donc, c'est-à-dire que les agriculteurs, en gros, peuvent épandre du digestat de manière beaucoup moins fréquente à cause de la réglementation. Et donc, un des risques d'hiver, c'est que la fosse déborde. Donc, avant que l'hiver arrive, les agriculteurs vont souvent chercher à vider, à faire baisser un peu le niveau de digestat de leur fosse. Et en fait, finalement, les prairies, c'est les surfaces accessibles à cette époque pour épandre de manière aisée ce digestat. Et donc, on voit qu'il y a une fertilisation accrue des prairies permanentes qui entraîne un rendement accru de ces prairies, donc intéressant en termes de production d'herbes, mais qui ont par exemple des effets négatifs sur la biodiversité puisque ça ne favorise pas le développement de populations de légumineuses. Donc, je vais essayer à présent de synthétiser ces différents éléments sur fertilisation, élevage et culture dans ce graphique. Donc, en fait, c'est ce qu'a présenté Fabrice, mais je l'ai un peu changé depuis. Euh, je sais pas, mais donc c'est un peu différent. Donc l'idée, c'est donc toujours en bas les effets agro-environnementaux plutôt positifs, plutôt négatifs ou mitigés, et en ordonnée, pardon, l'intensité du changement du système productif. Et donc j'ai essayé de retrouver certaines récurrences dans les logiques d'évolution des systèmes et les effets. Donc on observe un premier groupe en haut à droite qui regroupe des agriculteurs, donc notamment ceux qui ont initié des démarches de conversion en agriculture biologique avec l'arrivée de la méthanisation. On voit des effets quand même plutôt positifs et des changements forts de tout le système productif. Ensuite, au milieu, il y a différents groupes identifiés. Donc, par exemple, le groupe violet synergie élevage, c'est un groupe où finalement la méthanisation, elle est venue en synergie avec l'élevage, puisqu'il y avait un nouveau revenu, il y avait cette souplesse sur la gestion fourragère, il y avait le fait que l'élevage, il pouvait valoriser ses effluents dans la méthanisation. Et donc, il y avait une sorte de synergie productive avec un élevage et une méthanisation qui pouvaient même croître de pair. Et au contraire, donc, le groupe jaune sont plutôt des agriculteurs qui ont fait évoluer leur système de culture en l'adaptant pour produire plus de cultures énergétiques, donc qu'elles soient intermédiaires ou principales. Et donc là, on voit que ces effets, que finalement, en termes de trajectoire agro-environnementale, les effets sont assez mitigés. Donc, par exemple, sur la gestion de l'azote, ça peut être très positif. Sur la biodiversité, ça peut être moins négatif. Donc, par exemple, ceux qui ont retourné des prairies permanentes. Voilà. Et enfin, donc, on a aussi un ensemble de fermes où finalement on voit que la méthanisation, elle n'a pas eu d'effet très fort parce que le système arrivait à être assez indépendant. Donc par exemple, ça va être des agriculteurs qui vont s'approvisionner beaucoup sur le territoire en intrants et par exemple épandre le digestat sur le territoire. Donc on voit une diversité de trajectoires et des transformations plus ou moins profondes des systèmes productifs. Donc sur la durabilité, ce que ma thèse a montré, c'est que finalement on a des effets agro-environnementaux qui peuvent être variés. Parce que finalement, la méthanisation, c'est une technologie qui va s'insérer dans une diversité de systèmes productifs, qui peut donc infléchir diversement la trajectoire de durabilité de ces systèmes. Et que ce qui est très important, c'est que finalement, les effets, les impacts agro-environnementaux de la méthanisation, on voit qu'ils dépendent beaucoup de mécanismes systémiques, donc selon notamment la stratégie de gestion des agriculteurs et les contextes territoriaux. Donc, grâce à cette approche empirique, on a montré que les effets du biogaz réinterrogent la formulation d'une promesse agroécologique de la méthanisation et qu'on ne peut pas dire que la méthanisation elle est vertueuse en soi et qu'elle va être un levier d'agroécologie en soi,
puisque ces avantages et ces inconvénients, ils vont s'exprimer diversement en fonction de contextes sociotechniques, en fonction du contexte des fermes et des territoires. Donc, à présent, dernier résultat que je vais te présenter rapidement, c'est finalement qu'est-ce qui, au niveau de la mise en œuvre territoriale, a influencé ces effets au niveau des fermes, et est-ce qu'il y a une certaine prise à travers les politiques publiques sur justement les effets agro-environnementaux de la méthanisation. Donc, ces résultats, ils sont issus d'entretiens faits avec des acteurs, enfin conduits auprès d'acteurs de la région Grand Est, donc administration, collectivités, professionnels agricoles, du gaz, etc. Dans ces entretiens, on a cherché à identifier donc, notamment les interactions entre acteurs et les ressources qu'ils mobilisaient pour mettre en œuvre la méthanisation, et de comprendre les liens avec les effets agro-environnementaux. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que de nouveaux enjeux agro-environnementaux émergent pas seulement au niveau des fermes, mais aussi au niveau du territoire, en fait, quand la méthanisation se développe. Tout d'abord parce qu'on a des nouveaux enjeux de gestion des biomasses au niveau des territoires. Globalement, on a une augmentation du besoin en biomasse méthanogène. Donc, on a des nouveaux échanges qui se créent entre fermes, entre agriculteurs du territoire, et que typiquement en Grand Est, notamment donc dans les Vosges, il y a une vraie concurrence qui s'est développée ces dernières années sur certains intrants que sont les coproduits agro-industriels très méthanogènes. Donc là, j'ai mis une citation qui illustre. C'est un agriculteur qui disait: il y a de nouvelles unités de méthanisation, ce qui entraîne une raréfaction du déchet et les prix flambent. Donc on voit que le développement de la filière, il implique aussi de nouveaux enjeux au fur et à mesure de sa massification. Ensuite, au niveau du territoire, on observe aussi ces 15 dernières années des acteurs et des rapports de force en évolution, justement dans la négociation, dans l'allocation de cette biomasse méthanogène, puisque donc il y a un nouvel acteur qui, entre guillemets, est venu faire concurrence aux agriculteurs méthaniseurs, ce sont les traders de coproduits, donc qui sont en gros des commerçants qui vont racheter des intrants très méthanogènes produits par certaines agro-industries pour les revendre à prix plus élevé à des agriculteurs méthaniseurs. On a aussi des nouveaux acteurs tout simplement qui sont positionnés sur la méthanisation alors qu'ils ne se positionnaient pas avant, donc comme certaines coopératives. Et que l'évolution de ces systèmes d'acteurs ont des conséquences sur les stratégies des agri-méthaniseurs, puisqu'on voit que finalement, les biomasses accessibles au niveau des territoires peuvent influencer les choix d'autonomie ou pas des agriculteurs méthaniseurs, et donc le choix de produire plus de biomasse sur leur ferme pour être autonome dans l'approvisionnement. Donc, on a des impacts sur les fermes qui sont aussi dépendants de dynamiques territoriales, avec un enjeu quand même de, finalement, s'il y a une concurrence au niveau local, comment ça va se traduire au niveau des fermes. Et donc, ce que j'ai vu dans ma thèse, c'est que sur certaines fermes, ça se traduisait par le fait que les agriculteurs faisaient davantage de maïs en silage pour la méthanisation. Et que donc, il y a un vrai enjeu à comprendre ce qui se passe au niveau des territoires, à la fois donc, pour comprendre donc, quels sont les effets de l'addition de plein de méthaniseurs sur un territoire, et aussi appréhender les effets systémiques, donc les rétroactions. Comment est-ce que les méthaniseurs, entre eux, créent de nouvelles dynamiques qui ont des conséquences sur les fermes et les pratiques. Donc, au niveau du Grand Est, ce qui a été observé, c'est que on a un développement de la filière de méthanisation qui a été très efficace, en lien notamment avec une alliance qui s'est faite entre 4 familles d'acteurs autour des promesses énergie renouvelable et revenus de la méthanisation. Donc ces acteurs, c'est la région, GRDF, l'ADEME et les chambres d'agriculture. Et donc pour ces effets en termes de production d'énergie et donc de revenus, développement économique du territoire, ces acteurs se sont alliés, ont contribué à traduire le cadre national. On a un cadre régional favorable au développement de la méthanisation et qui a induit un développement très rapide de la filière au niveau régional entre 2017 et 2020. Et en fait, dans cette mise en œuvre, on voit que la promesse agroécologique, il y a très peu de gens qui en parlent au niveau des territoires. Enfin, il n'y a même quasiment personne. Et qu'au contraire, on parle des effets agricoles plutôt pour ces effets négatifs, puisqu'on voit qu'il y a des enjeux montants. Et donc, j'ai mis cette citation qui illustre le fait qu'il y a beaucoup de débats au niveau régional. Et un des enjeux particulièrement montants discutés au niveau régional, c'est les effets de la méthanisation sur les ressources en eau et donc les pollutions possibles de l'eau digesta. Donc on voit qu'au niveau régional, on a finalement un déploiement de la politique publique qui laisse peu de place aux constats réalisés par les acteurs de l'environnement, donc que ce soit des acteurs nationaux ou régionaux,
et qu'au niveau régional, donc les acteurs de l'environnement que sont l'Agence de l'eau et la DREAL ont finalement peu de poids pour faire entendre ces enjeux. Donc ensuite, je me suis intéressée à concrètement, il y a quand même des dispositifs de politique publique qui ont été introduits pour justement cadrer les effets environnementaux. Quel effet ils ont eu dans la mise en œuvre? Donc, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, on a des dispositifs agro-environnementaux, donc le taux de limitation des cultures énergétiques, les contraintes sur les épandages, les contraintes donc, sur les contraintes des cahiers des charges ICPE, donc installation classée pour l'environnement. On peut voir qu'ils sont assez peu effectifs. Pourquoi? Parce que donc, déjà, au niveau du mode de sélection des projets et de financement, s'il y a des exigences de durabilité qui sont indiquées notamment par l'ADEME, finalement, elles sont évaluées sur des éléments déclaratifs. Donc, il n'y a pas de regard sur ce que le projet est réellement ou va être réellement. Donc, il y a notamment une personne de l'administration régionale qui disait c'est assez léger la réglementation. On nous dit, par exemple, de regarder le conflit d'usage, mais dès que c'est au-delà de 60% d'approvisionnement garanti, on doit donner un avis favorable. Donc, en fait, c'est des avis sur du déclaratif avec des consignes plutôt de favoriser le développement. Ensuite, dans le suivi des projets, donc il y a aussi des contraintes qui ont été proposées par l'ADEME, par la DREAL, mais on voit qu'il n'y a pas de système fonctionnel de récupération des données à déclaration obligatoire qui permettent justement de regarder si les projets de méthanisation qui se développent, ils sont finalement ils respectent la réglementation, les enjeux de durabilité. Et c'est notamment lié au fait qu'il y a peu d'infos qui remontent réellement des projets. Donc j'ai mis une citation pareil d'une agente de l'administration régionale qui dit finalement qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne fournissent pas les données qu'ils devraient déclarer. Et ensuite, on voit un troisième pôle dans la mise en œuvre qui est celle du contrôle. Et donc là, les agents qui participent au contrôle notamment des installations ICPE et des conditions d'épandage, puisque donc sur l'épandage du digesta, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont recommandées. Donc finalement, ces agents qui contrôlent, ils ont très peu de ressources, il y a donc très peu de moyens humains, peu de contrôleurs ICPE, finalement des ressources juridiques très faibles pour être capable de dire si finalement les pratiques sont durables ou pas. Et donc, on a une difficulté à contrôler la cohérence ou pas de ce qui est fait dans le développement de la filière avec la directive nitrate. Et donc, on voit qu'on a une mise en œuvre locale de la politique de méthanisation avec des acteurs de l'environnement finalement qui sont en position minoritaire sur le territoire, donc qui ont du mal à faire entendre ces enjeux dans la construction régionale de la politique de la méthanisation, avec des dispositifs agro-environnementaux qui sont peu aptes à prendre en charge les enjeux agro-environnementaux, et donc finalement avec des effets contradictoires entre promesses ENR et agroécologique dans la mise en œuvre, puisque c'est principalement la promesse ENR qui mobilise les acteurs au niveau régional. Donc, rapidement, quelques conclusions et perspectives. Donc, quels enseignements on peut tirer par rapport à l'analyse de la durabilité agro-environnementale de ces travaux de thèse? C'est que donc, les travaux que j'ai faits sur ces fermes ne sont pas des travaux qui sont représentatifs de tous les effets qu'on peut avoir sur les fermes au niveau français. Donc, l'échantillon de fermes que j'ai étudié, il n'est pas représentatif de tous les types de méthanisation en France et de toutes les pratiques. Mais ce que montrent nos travaux, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'effets et d'impacts agro-environnementaux qui sont liés à des mécanismes systémiques et indirects, aussi bien aux échelles des systèmes techniques que des fermes et des territoires. Et donc, pour pouvoir justement parler de la durabilité, il faut vraiment regarder ces effets indirects et systémiques. Et donc, cela implique notamment de replacer le développement de ces systèmes techniques de méthanisation dans les territoires, donc les dynamiques sociotechniques, sociopolitiques des territoires, et notamment, donc, par exemple, dans les types d'agriculture qui sont majoritairement mis en œuvre aujourd'hui. Donc, les limites de ces résultats, c'est que c'est des résultats situés en Grand Est et que c'est encore difficile, donc comme j'ai regardé qu'en Grand Est, de tirer les effets propres du déploiement de la méthanisation aux effets d'autres dynamiques qui peuvent traverser le secteur agricole ces dernières années. Et donc, si on veut conclure sur est-ce que la méthanisation peut être un levier de transition agroécologique, il y a quand même une idée donc, qui ressort de ma thèse, qui est que aujourd'hui, la méthanisation, elle se développe quand même globalement dans des systèmes agricoles conventionnels. Donc, on parle du régime agricole dominant, c'est-à-dire l'ensemble des modes productifs, des pratiques et des acteurs qui font l'agriculture aujourd'hui. Et donc, globalement, on a quand même plutôt une méthanisation qui va s'appuyer justement sur les manières de travailler des acteurs dominants, sur les connaissances de ces acteurs,
et donc une méthanisation qui va plutôt avoir tendance à reproduire les logiques du régime dominant productiviste plutôt que de la méthanisation agroécologique. Mais on peut voir aussi, donc c'est notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez dans mon graphique sur les différents effets sur les systèmes de production, on peut voir quand même qu'il y a certains effets positifs de la méthanisation systémique qui est le fait que la méthanisation peut favoriser la transition, la conversion des fermes en agriculture biologique. Et donc ça, typiquement, je pense que c'est un exemple d'évolution des systèmes de production qui est intéressant et qui pourrait faire converger donc promesses agroécologiques et promesses énergie renouvelable. Et la question, c'est dans quelle mesure cette niche, elle peut vraiment se développer aujourd'hui dans le système. Alors, et donc par rapport à la politique publique, je voulais insister donc rapidement sur le fait que on voit que la politique de méthanisation, finalement, elle est déterminante sur le développement de la méthanisation à travers les subventions énergétiques, mais qu'il y a un enjeu réel à mieux penser l'intervention en termes de politique publique aux 3 échelles, donc système technique, ferme et territoire, pour comprendre comment on peut cadrer ou par exemple favoriser certains modèles de méthanisation plutôt que d'autres. Et voilà, je vais finir rapidement parce que j'ai pris un peu de temps. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.